aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 erreurs majeures fatales que nous commettons à cause de l'idée d'immigrer à tout prix et à tous les prix vers le Canada, sans mesure. On se dit, hein, le mot passe partout, on va d'abord arriver, après là-bas on va voir. Hein, on n'a jamais vu quelqu'un arriver et puis rentrer. Les 3 erreurs là, la première erreur, ça porte sur ceux qui disent « Ok, je vais prendre un visa étudiant ». Je te rappelle qu'ici, tout le monde peut être étudiant. Le visa étudiant, il n'y a pas d'âge. Que tu sois jeune adulte, que tu aies 18 ans, parfois même moins, mais avec une autorisation qui vient avec, qui accompagne, que tu aies 18 ans et un peu plus, ou que tu sois d'un certain âge, mais tout le monde peut étudier. D'ailleurs, tout le monde étudie ici. On va à l'école même à 70 ans ici. Donc, il y en a qui disent que bon, je vais prendre un visa étudiant, moi j'ai mes moyens, je vais aller étudier, et puis après les études, je vais rester. Mais ils commettent l'erreur à quel niveau à ce moment-là? Mais quand ils obtiennent le visa étudiant, ils se rendent compte que ils n'ont pas pris la peine, soit de mesurer la formation choisie. Ils ont pris une formation qui était assez abordable ou une formation dont l'admission était relativement plus facile. Et ils arrivent, ils se rendent compte que cette formation-là n'est pas éligible à obtenir un permis de travail post-diplôme. Résultat, tout l'argent mis dans les études. Et je ne t'informe pas quand je te dis que les études coûtent très cher au Canada. Très cher au Canada, au niveau supérieur, c'est-à-dire collégial et universitaire. C'est gratuit jusqu'au secondaire parce que l'école est obligatoire ici jusqu'à 16 ans. Mais après là, c'est vraiment cher. Il n'y a pas de pareil. Les seuls concurrents là, ça va être les États-Unis en matière de coût des études. Donc, tu vas dépenser autant d'argent, tu vas mettre autant d'années pour qu'on te dise après que tu ne peux plus rester à cause du choix de formation. Parfois, c'est à cause donc du choix de l'établissement de formation. Une autre erreur, cette fois-là de mon point de vue plus grave, c'est pour ceux qui réussissent à obtenir un visa visiteur. Tu réussis à obtenir un visa visiteur, tu viens avec l'idée que non, on m'a dit que le visa visiteur, tu peux travailler avec. Mais tu peux travailler dans le noir avec. Mais est-ce que tu peux te faire une situation régulière avec un visa visiteur? Sur la forme de visa visiteur, tu ne peux pas te faire une formation. Tu as le visa visiteur, tu as l'opportunité, oui, d'en profiter en faisant par exemple des visites exploratoires, en organisant ça à l'avance. Tu ne viens pas improviser. Bon, c'est vrai qu'étant sur place, tu peux aussi improviser, mais ça va demander que tu restes plus longtemps sur le territoire. Et très souvent, en restant plus longtemps, ça suppose qu'en Afrique, on ne va pas t'attendre si tu étais en emploi. Tu as déjà perdu ton emploi et rien n'est encore sûr. Et il y en a qui prennent souvent l'imprudence de venir avec femme ou alors de venir avec mari. Parce que c'est possible de venir étant en couple avec ton visa visiteur. Donc vous venez, vous n'avez rien planifié. On vous a dit qu'on vient d'abord et après on va voir ça. Vous ne planifiez rien alors que vous pouvez commencer à planifier dans le pays. Vous venez avec l'idée que non, à tout prix je vais rester. Et parfois, la visite exploratoire ne débouche pas forcément sur quelque chose dans l'immédiat. Parfois, les entretiens éventuels, soit n'ont pas pu avoir lieu, soit ont eu lieu, mais ce n'était pas concluant parce que tu n'étais pas suffisamment préparé sur le plan professionnel. Parce que malheureusement, très souvent, ceux qui souffrent ça n'ont pas toujours une trajectoire professionnelle les plus pertinentes ou les plus polyvalentes, les plus flexibles. Du coup, ça réduit leur chance aussi de réussir. Mais il y en a qui pensent donc que non, je vais pouvoir. Non, quand on a un visa visiteur, on ne peut pas travailler, ça n'existe pas. Il ne faut pas que le contexte de la pandémie, où il y a eu certaines flexibilités de conversion, fasse que les gens se leurrent. Je dis bien flexibilité de conversion, mais je n'ai jamais dit que visiteur égale à possibilité de rester. Visiteur, tu peux, oui, avoir cette conversion-là, moyennant donc
parfois des prorogations avec la fiche du visiteur. C'est un moyen qu'on a de pouvoir prolonger son séjour au-delà de 6 mois d'un coup. Parce que la loi veut que, même si tu viens avec un passeport Schengen qui n'exige pas de visa, au bout de 6 mois moins un jour, tu dois sortir du territoire avant de revenir. Mais pour des cas exceptionnels, tu peux remplir ce qu'on appelle la fiche du visiteur. Peut-être que tu es un étudiant et tu n'aimerais pas rentrer tout de suite. Tu remplis ça pour rester en situation régulière en attendant, gérer la situation qui est en suspens pour toi. Tu remplis ça parce qu'il y a des raisons peut-être professionnelles qui font que tu as besoin de ça pour pouvoir aussi gérer une situation qui est en attente. Mais tu fais quand même cette démarche, peu importe le pays d'où tu viens. Bon, il y en a qui ne sont pas assez informés, qui sont imprudents et qui font la facilité d'aller demander, et c'est là le drame, un statut d'asile. Le statut d'asile, quand bien même il est accordé, tu es parti pour faire 10 ans. Si tu as une famille, tu ne mesures pas encore, mais 10 ans, au bout de 10 ans, oui, tu es peut-être canadien. Est-ce que tu vas remplacer forcément ces 10 ans dans la vie de ta famille, dans l'ambiance et est-ce que tu pourras revenir en arrière? Si tu as laissé des enfants tout petits, est-ce que tu pourras rattraper ça? Est-ce que tu, heureusement avec le téléphone et les vidéos, on essaie de combler, mais tu n'auras pas vécu le quotidien. Mais est-ce qu'on rattrape ce genre de choses? Et parfois, c'est pour un résultat qui est médiocre, pour un résultat qui est insuffisant sur le plan de la prospérité économique, sur le plan des attentes économiques. Donc, est-ce qu'on a suffisamment mesuré ça? Pas toujours. Au regard des conséquences, au regard de l'isolement, au regard des sacrifices, au regard de ce qu'on endure, de ce qu'on vit comme frustration et voilà, comme rejet, comme possibilité limitée. Tu vas me dire que malgré tout, c'est mieux que de rester en Afrique où le salaire est minable, où on a de la misère à manger. C'est toujours facile de répondre comme ça quand on est encore en Afrique. Comme tu vas me dire, c'est toujours facile de répondre comme on est ici. On va se jeter la balle comme ça jusqu'à ce qu'on arrive par soi-même et on mesure que c'est le pays qui est riche, mais les individus peuvent souffrir et souffrir très mal. Il y en a qui ont, malgré le salaire, ici, de la misère à manger. Quand on dit qu'on ne manque pas à manger ici, ce n'est pas parce que c'est toi qui es toujours capable de t'offrir à manger. C'est parce que le pays est structuré avec ce qu'on appelle les banques alimentaires, où on te donne à manger. Est-ce que tu es venu ici vivre l'assistanat à mon frère ou ma soeur? Est-ce que tu n'as pas souvent une fierté qui fait que, bon, moi aussi je veux faire les choses pour moi-même? Est-ce que l'idée, et moi je vois sans jugement beaucoup de nôtres être à l'aise avec l'idée d'être assisté, de prendre des restes de supermarché dont les dates sont proches dans les banques alimentaires. Est-ce que c'est ça l'idée de la noblesse africaine, l'idée de la dignité africaine? Dernière catégorie de ceux qui posent des actes avant de réfléchir. Ok, à la mode, hein, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais le redire ici, même si ça m'a coûté qu'on me prête comme ça allait dans cette autre vidéo, que je décourage des gens. L'idée de venir ici prendre des emplois, d'accepter les emplois pour de catégorie D, les emplois qui de champs, de récoltes, des choses comme ça. Une idée, tu vas venir puis tu fais ça et au bout d'un certain temps tu rentres. Oui, si tu sais que tu vas rentrer, tu es préparé psychologiquement, là il n'y a pas de problème. Tu fais comme les gars, les latinos là, on s'en va chercher le Pérou, Guatemala et tout ça. Ils ont des conventions avec le Canada pour à chaque saison aller chercher les pays d'Amérique latine, aller chercher la main d'œuvre là-bas. Ils viennent ici dans les champs, ils récoltent et tout. Après ils rentrent. Après ils reviennent tout le temps. Oui, c'est une autre façon de voir. Tu cumules quand même l'argent, même si on te paye pratiquement au SMIC, c'est-à-dire au salaire minimum, tu cumules quand même l'argent et puis tu vas en Afrique, ta vie est différente. Mais si tu dis que tu vas venir ici t'installer, comme c'est l'idée que nous avons tous, mais tu vas t'installer comment avec un travail de catégorie D? Il n'y a pas de programme là dans ce sens-là, à moins que tu aies d'autres
facilités comme peut-être un conjoint qui a une bonne formation ou que tu aies déjà un bon background qui te permet radicalement de basculer vers un autre statut. Je pense à étudiant et à renoncer à ça. Mais ça passe par un cheminement bien précis. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Va la regarder, la vidéo sur comment rester définitivement au Canada avec un travail de catégorie D. Voilà 3 erreurs fondamentales que je voulais partager avec toi et dans lesquelles les gens tombent parce que l'idée de voyager d'abord et après on verra les anime tellement. L'idée de l'impréparation, l'idée du risque fait que on arrive, mais une fois arrivé, on est face à la réalité. On comprend que on aurait dû se préparer mieux, on aurait dû prendre d'autres types de dispositions pour éviter beaucoup d'autres frustrations et beaucoup d'autres insuccès qu'on connaît malheureusement. J'espère que la vidéo t'a aidé, va t'aider d'une manière ou d'une autre. Toi qui es encore en Afrique ou toi qui es ici et qui a des frères ou des connaissances en Afrique. En tout cas, ça a été avec le même plaisir que je t'ai partagé ça. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!